Y a rien de plus excitant quand on est spectateur et qu'on commence une histoire, une saga, de se dire « Oh là là, je vais découvrir tout un nouvel univers, trop bien !» Ou alors quand on est auteur, de se dire « Oh là là, je vais construire un tout nouvel univers, trop bien !» Mais comment le faire bien et comment faire pour le faire de manière originale? Parce que si c'est pour ressortir le même univers avec les mêmes elfes, les mêmes nains et les mêmes tout qu'on voit tout le temps, et ben c'est toi qui va ressortir. Je suis le Canari Vert, je suis auteur de BD amateur et amateur de BD, je te fais découvrir des histoires, j'en crée pour toi, pour te donner des astuces utiles et pour te faire gagner du temps. Alors si tu aimes ce que je fais, abonne-toi, ce sera ma plus belle reconnaissance. Quand on veut créer un univers, on peut vite se sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Des nations, des pays, des villes, des religions, des systèmes politiques, des pouvoirs, pas de pouvoirs, des types physiques, des traditions, une gastronomie. Mais par où je commence? Eh bien ici tout de suite maintenant, je vous dévoile une première technique bien utile. Parce que je suis comme ça, je suis sympa. Nous allons partir des personnages pour construire notre monde. C'est-à-dire qu'on va créer nos personnages et en développant, on va aussi construire notre univers. Puisqu'en partant d'éléments du personnage, on pourra extrapoler à notre univers et on va même le faire naturellement, vous allez voir. Parce que quand on pense à une histoire, la première chose qui apparaît dans notre tête, ce sont les personnages. En plus, créer les persos, c'est souvent le truc le plus sympa à faire, ce qui nous motive. Alors que se plonger dans plein de systèmes et de considérations plus triviales, bah là, ça peut être beaucoup plus rébarbatif. Ça veut pas forcément dire qu'on va tout explorer, mais ça va déjà nous permettre de poser les bases de notre univers. Et ça va donc nous permettre de le faire en s'amusant. Et ça, c'est important. Parce que si je dois identifier une variable importante qu'il faut prendre en considération quand on crée un univers, eh bien c'est le fun. Eh oui, si ça devient chiant, c'est pas gratifiant. En plus, on va pas faire ça n'importe comment, que ce soit au niveau des choix, des inspirations ou au niveau des personnages qu'on va faire. Parce que j'ai une envie, c'est que je veux faire quelque chose d'original et sortir du sacro-saint eurocentrisme. Et surtout, dans le cas que nous allons prendre ici, qui est de créer un univers de fantasy, le France-Angleterre médiéval centrisme dans les inspirations qui sont prises d'habitude pour créer un univers comme ça. Juste pour le dire, j'ai rien contre le médiéval fantastique, j'adore ça même, mais de temps en temps, c'est quand même bien de faire autre chose pour être original et surtout pour se démarquer. Ce sera aussi l'occasion de vous partager ma manière de créer des personnages, qui se base aussi sur tout ce que j'ai pu glaner ça et là chez les auteurs professionnels. Parce que s'il y a beaucoup de contenu sur la technique pure, sur le cheminement de création d'un personnage, là c'est toujours un peu plus flou, il y a un peu moins de choses. Donc je vous partage ma méthode et puis en même temps je vais essayer de vous partager mes petits tips. D'ailleurs, pour commencer cette aventure, une première bonne technique, c'est de vous inspirer de quelque chose que vous connaissez déjà. Ça peut être utile pour la typologie de l'univers ou pour la structure de l'histoire, c'est vous qui voyez, mais il n'y a pas de mal à ça, tant que vous copiez pas exactement. Moi par exemple, il y a une œuvre que j'aime bien et que j'ai envie de réutiliser ici, c'est une œuvre de fantasy, donc on va être dans le thème, ça s'appelle Les Ravens de James Barclay. Pour faire simple, dans Les Ravens, on va suivre un groupe d'aventuriers hétéroclites avec la classique, les guerriers, les mages, les voleurs, etc. C'est un gros classique de la fantasy, ils vont plusieurs fois sauver leur monde, il y a de l'action, il y a du combat, il y a de l'humour, il y a de la magie, c'est vraiment cool. Et j'ai eu envie de m'inspirer de cette œuvre, de 1, parce que l'ambiance me parle, de 2, il y a un petit côté groupe de JDR que j'aime bien aussi. Donc l'idée pour nous, c'est de construire un groupe de 4 personnages qui viendraient de 4 régions différentes de notre monde et qui auraient créé une équipe pour partir à l'aventure. Donc forcément, il va nous falloir imaginer ces régions desquelles ils sont issus et qui vont créer aussi leur caractère et leur chara-design. Première étape pour le coup, avant de se lancer dans les persos, nous allons donc travailler un peu sur ces régions. Et pour qu'il y ait un peu de matière, un peu de consistance, moi ce que je propose, c'est de nous baser sur 4 civilisations qui ont vraiment existé et qui sortent des sentiers battus, des inspirations médiévales fantastiques habituelles. Donc j'ai fait quelques recherches de mon côté. Bon là, la méthode elle est quand même assez classique. Pour aller chercher des civilisations originales, le principe est simple et il n'y a pas trop de raccourcis à avoir. On prend son petit clavier, on va sur Wikipédia, on va sur différents sites, on commence à rechercher un peu les civilisations un peu partout dans le monde. On regarde dans leur passé, on essaie de passer assez vite, c'est peut-être le moment le plus long, mais toujours intéressant, et on essaie de sélectionner des civilisations, ce qui a été mon cas, j'en ai sélectionné 4. Ce que je voulais, c'était avoir un monde riche comme le nôtre, qui soit un peu son miroir, donc j'ai essayé de sélectionner vraiment des civilisations qui sont assez éloignées, qui ont des thématiques différentes les unes des autres. Comme ça, on va bien pouvoir marquer la diversité entre nos personnages. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant que je vous parle de ces civilisations, que vous pouvez reprendre d'ailleurs pour vos œuvres, si jamais vous en créez aussi, et ben je vais dessiner en arrière-plan mes personnages, comme ça vous avez en même temps le principe de recherche, et en même temps vous avez la création du bonhomme ou de la nana. Et pour vous donner les 4 inspirations que j'ai choisies, pour commencer, en provenance du continent asiatique, j'ai choisi une civilisation, un royaume qui s'appelle Srivijaya. Ensuite, on va aller en Amérique du Sud, où là j'ai sélectionné les Muiscas. Autre civilisation arpentant les steppes de la Turquie actuelle à la Corée du Sud actuelle, voici les Gokturks. Et enfin, issu du froid sibérien sur les bords de la mer de la Baltique, la République de Novgorod. Alors rassurez-vous, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand même pour avancer, et ça c'est important quand on crée une histoire, quand on crée un monde, il faut quand même se plonger un peu dans les références historiques. Donc je vais essayer de vous détailler les traits qui m'ont semblé importants pour chacune de ces civilisations en même temps que je vous dévoile les personnages. Et pour commencer, la première civilisation dont je vous parle, c'est la République de Novgorod. Je voulais quand même avoir un peuple proche de l'Europe, mais qui ne soit pas, comme je l'ai déjà dit, une adaptation directe de la France ou de l'Angleterre médiévale. Et en l'occurrence, s'il y a une zone que je trouve pas super mise en avant, c'est la culture slave. Là vous allez me dire, oui mais et The Witcher?
Oui, bon, j'ai pas d'argument autre, mais globalement, si vous prenez toutes les œuvres de fantasy, on est quand même pas souvent dans cette zone-là. Ah oui, et pour rendre la chose intéressante, j'ai bricolé un autre truc. En me servant de ChatGPT, j'ai codé ce générateur. Et l'idée, c'est qu'il va me permettre de générer pour chaque personnage des caractéristiques qui vont me guider dans sa création. Mais pourquoi il fait ça? À chaque fois qu'il s'ouvre vers la création, il te rajoute des barrières. S'il va faire un tour à vélo, il passerait moins de temps à pédaler que de se mettre littéralement lui-même des bâtons dans les roues. Si je fais ça, c'est parce qu'il y a un principe que j'aime utiliser. C'est le principe de la divergence cognitive ou de la pensée divergente. Je me l'applique régulièrement. En fait, je me mets des contraintes. Ces contraintes vont représenter un défi pour mon cerveau et vont stimuler ma créativité. Bien sûr, il faut faire attention à l'équilibre avec ce principe, parce que pas assez de contraintes, peut-être que vous serez pas assez stimulé, mais surtout, trop de contraintes, ce sera décourageant. Et ça aussi, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour vous aussi vous donner peut-être un peu de stimulation. À vous de voir où est l'équilibre pour vous amener peut-être à vous dépasser, à faire des choses que vous n'auriez pas pensé, ou en tout cas auxquelles vous n'auriez pas été amené à faire sans ces contraintes. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce principe parce que moi, ça m'aide beaucoup régulièrement pour aller vers des choses auxquelles je n'aurais pas pensé tout seul. Donc comment ça va marcher ce fameux générateur? Donc il y a plusieurs caractéristiques qui vont être données aléatoirement. Je vais tirer un sexe, si c'est un homme ou une femme, une forme sur laquelle je baserai mon chara-design. Je vous rappelle qu'il y a 3 grandes formes qui nous inspirent et sur lesquelles sont basés tous les personnages, qui sont le rond, le carré, le triangle. Et pour le côté JDR et pour me donner un peu de choix sur les caractéristiques, une classe également. Alors je les ai écrits à ma manière, mais en gros j'ai mis la classe tank, pour un personnage qui sera capable d'encaisser, je sais pas, le guerrier, le paladin dans du JDR. La classe damage dealer, c'est le DPS, donc le barbare, ça peut être une forme de mage aussi. Vous avez le sorcier, bon là on a tout ce qui est un peu magie, et le healer, donc personnage, je sais pas moi, le prêtre, le moine, qui vont peut-être être plus dans le soutien et dans le soin. Et puis bien sûr, la civilisation. Alors j'ai mis le nom de la civilisation de base. Vous verrez que forcément je vais revisiter ces civilisations et leur trouver un nouveau nom. Pour plein de raisons, la première étant qu'au moment où j'ai créé le générateur, j'avais pas encore réfléchi au nom qu'auraient les civilisations dans mon univers. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez les noms des républiques, enfin de la république de Novgorod, des Gokturks et tout ça quoi. Bref, je vous mets le tirage, comme ça ils apparaissent tous en même temps. Pour info, sachez que coder un truc sur ChatGPT, alors ça vous donnera pas un site exceptionnel et professionnel, mais pour un petit truc utile, c'est assez facile. Ça prend un peu de temps, mais franchement, il fait le boulot pour vous. Ça met ça à portée, c'est plutôt utile. Donc voici le premier tirage pour notre personnage de Novgorod. On a donc tiré une femme basée sur le triangle et qui est un tank. Donc je commence à vous la dessiner, et pendant que je la dessine, je vous raconte. Pour info, j'ai déjà un nom pour elle, inspiré de la Russie, puisqu'elle s'appelle Varia Linov. Et donc, ce que j'aime dans le côté Russie médiévale, et dans cette république de Novgorod, c'est l'idée de quelque chose de massif, de lourd, d'immuable. Ça va se voir d'ailleurs assez vite dans le côté massif du personnage, mais juste pour revenir sur la base historique. La République de Novgorod, ça a été un état dont l'aura géographique a été beaucoup plus importante qu'on ne le pense. C'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup étudié pendant notre cursus, c'est la Russie médiévale, et surtout c'est une zone qui est un peu externe à toute l'Europe, parce qu'il se passait déjà pas mal de choses en Europe dont il fallait s'occuper. C'était pas juste une grosse cité, c'était vraiment un état très important. Je vous mets la carte de la zone en gros qu'elle gérait pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille de son territoire. Et j'imagine un peu la même chose pour l'état que l'on va créer dans notre univers, que je vais un peu modifier, on va essayer de garder la sonorité, et que j'ai appelé la République martiale de Velgorod. L'idée, c'est d'avoir un état qui a des valeurs de liberté, qui est une république, donc qui fonctionne pas comme un royaume, et qui s'est doté des moyens militaires pour protéger ses valeurs. Et cette puissance militaire, c'est incarné dans ce personnage que je suis en train de créer, qui fait partie d'un ordre bien spécifique, un ordre de chevaliers, les chevaliers des lignes parfaites. Oui, parce que dans cet univers, j'ai aussi eu envie d'explorer des concepts un peu différents en termes de magie, en termes de capacité. Vous allez voir ça avec les différents personnages. Alors parfois ça vous semblera peut-être un peu moins original, mais moi j'ai trouvé que ça s'accordait bien les uns avec les autres. Donc pour en revenir à cet ordre des chevaliers des lignes parfaites, leur spécificité, leur puissance, elle repose sur la précision du geste. En gros, ils perçoivent, ils exploitent les lignes invisibles du monde. Ils sont capables de les voir, et en les tranchant, donc en tranchant avec une trajectoire idéale, un angle parfait, des points de rupture, ils arrivent à tout découper. Et pour pouvoir trancher et tout trancher, le but c'est qu'ils perfectionnent leur technique, mais aussi leur capacité d'analyse, leur culture générale. Plus ils connaissent le fonctionnement d'un objet, plus ils sont capables de le trancher facilement, de repérer ces fameuses lignes parfaites. Du coup on est à mi-chemin entre l'érudit et le guerrier, un peu un mix des deux. Ça permet aussi de sortir du sacro-saint guerrier un peu con qui va juste taper fort quoi. Vous l'avez vu, on est parti des triangles pour ensuite développer ce côté massif. Et pour les inspirations, j'ai pris beaucoup d'inspiration d'armure, puisqu'en fait les armures russes, elles étaient pas si différentes des armures européennes classiques. Ce qui différenciait vraiment, c'était le home, qui est très classique, notamment
de certains gardes un peu connus, puisque la République de Novgorod, elle est issue d'une immigration viking, donc il y avait aussi un petit truc comme ça. Bon là en l'occurrence à Varia je lui ai pas mis de casque, mais j'ai essayé de jouer quand même sur le reste pour que son armure elle reste balèze et assez massive. J'ai quand même gardé le côté plusieurs couches d'armure qui se retrouvaient souvent dans les différentes images que j'ai pu trouver, donc vous voyez avec les deux codes de mailles qui se superposent sur les jambes. Et puis pour refléter le côté ligne parfaite, j'ai voulu beaucoup d'ornementation sur les armures. Alors j'ai pas mal cherché parce que au début ce qui était compliqué c'est que je voulais un style un peu slave, il n'y avait pas grand chose qui me parlait, donc j'ai fait un mix entre quelques symboles slaves mais aussi le style art déco pour ce qui est des lignes que vous voyez, que je trouve assez chouette. Et l'idée c'est qu'en fait plus un chevalier est puissant, plus il va avoir de lignes qui vont apparaître sur son armure, ça reflète un peu ses capacités. Voilà, on a notre tank de Velgorod, Varia Linov, chevalier des lignes parfaites. On va pouvoir passer à la deuxième faction et au second personnage. Et là vous allez voir, on va justement prendre le contre-pied ici, avec la seconde civilisation que j'ai sélectionnée, et vous allez le voir, on est dans un archétype qui est assez connu, mais à une époque différente et pas dans le classique. Cette civilisation, ce sont les Gökturks. Alors j'espère que je le prononce bien, je pense pas, mais je l'espère. On va faire un point sur les caractéristiques qu'on a eues pour notre personnage et notre design. Donc on a eu femme, rond et sorcier pour les Gökturks. Donc même modus operandi, je vous mets le dessin, je vous raconte et je vous parle aussi de cette civilisation. Dans les Gökturks, pour faire simple, c'est une civilisation qui s'apparente au 1, ce sont des nomades des steppes, mais à l'époque médiévale. Gökturk, ça veut dire en gros turc céleste, si j'ai bien cherché. En termes de structure, c'est ce qu'on appelle un kaganat. Le kaganat, c'est un empire qui est dirigé par un khan. Tiens, votre défi maintenant, c'est d'arriver à placer cette anecdote à la machine à café. T'as réussi? Ah ouais, trop facile. Ah ouais, t'as fait comment? Bah, j'ai pas d'amis. Donc en fait, j'ai pu dire l'anecdote que je voulais à la machine à café, hein. Tu peux pas te faire jeter par tout le monde, si dans ton tout le monde, y a personne. Ah, les types étaient solides, hein. Regardez leur empire, les mecs, ils ont fait Turquie-Corée. Est ou ouest? Oui. Il y a deux choses qui m'ont inspiré pour créer la faction. La première, c'est que les Gökturks, durant toute leur histoire et malgré toutes les rencontres qu'ils ont pu faire avec d'autres civilisations, ils sont restés chamanistes majoritairement. Et dans leur mythe fondateur, il ne restait de leur peuple qu'un jeune garçon après un massacre. Attention, c'est un peu gore, on lui a coupé les pieds, on lui a coupé les mains, on l'a jeté dans un marais. C'est là qu'il a été recueilli par une louve à laquelle il s'est uni. Bon, on est au 7e siècle, hein, les gars, hein, c'est pas le Hollywood d'aujourd'hui. Ne jugez pas, faites preuve d'ouverture d'esprit. On sait pas comment ils ont décidé ça. Alors, pour notre mythe fondateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Tirage au sort. Ah, zoophilie. Pas de chance. Dans le mythe, il y a 10 enfants qui sont nés de cette union et qui ont ensuite fait d'autres enfants, et c'est comme ça qu'est apparue la population des Gökturks. L'idée, voilà, c'est de définir avec leur mythe fondateur qui descendent du loup. Et voilà, j'aime bien ce côté chamanisme, lien aux animaux, et ça m'a vachement inspiré pour imaginer une civilisation dans notre univers qui serait un équivalent des Gökturks. J'ai donc moi-même accouché, et sans zoophilie, détendez-vous, de Zingar. Et ces habitants, les Zingari, eh bien le principe c'est qu'ils font des pactes avec les animaux, ce qui leur permet de pouvoir fusionner leurs esprits et d'utiliser et de s'accaparer leurs capacités, d'augmenter comme ça leur pouvoir. Notre personnage que vous voyez, elle s'appelle Hazel Kagan. C'est une chamane Zingari qui s'est liée à la Saïga. La Saïga, c'est une antilope de la steppe qui certes a une tête un peu chelou, mais qui est capable de se déplacer à des vitesses assez vertigineuses, de changer de direction très très rapidement et qui peut atteindre quand même les 100 km/h en sprint, quasiment. On n'est pas loin du guépard. Pour garder le côté rond, j'ai beaucoup joué sur les fourrures, qui sont un classique du chara-design quand on est dans la steppe. Et puis comme on a quand même tiré un sorcier, je me suis dit que j'allais lui donner une capacité de magie, et comme vous voyez, c'est un truc qui s'apparente un peu au vent. Je trouvais que ça allait bien avec le côté la saïga, les steppes. D'ailleurs la saïga, vous en retrouvez le visage sur le ceinturon. Donc, je me dis que ça a beau être une sorcière, un sorcier, un chaman, elle touchera sa bille en combat. Bon, il y aura peut-être des versions où elle sera transformée, enfin voilà, en tout cas ça nous permettra de développer un peu plus derrière. Voilà ce que ça donne. Bah dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ces persos, on pourrait le faire avec les deux suivants également. Et si vous aussi vous avez d'autres idées. Direction l'Asie toujours, mais cette fois l'Asie du Sud-Est pour notre troisième personnage. On va aussi développer une troisième faction. Alors c'est sûr que quand on pense Asie, bon bah il y en a deux inspirations, voire trois, qui se détachent, le Japon, la Corée, la Chine. Moi j'avais envie d'autre chose. Je suis donc allé en Asie du Sud-Est, et pour cette civilisation, nous sommes à cheval entre la Malaisie, Singapour et l'Indonésie actuelle. Nous sommes à Srivijaya. J'oublie pas notre tirage, bien sûr, pour développer notre personnage. Alors nous avons tiré homme, rond et damage dealer. Donc pour vous parler un peu de cette civilisation, Srivijaya, c'est ce qu'on appelait une thalassocratie commerciale. En gros, elle était commandée par un prince, et elle basait sa force sur la domination des archipels environnants, notamment par le commerce. Mais son essor au 7e siècle, il passe aussi par une alliance avec ce qu'on appelait à l'époque les nomades de la mer. Les nomades de la mer, c'était des descendants de pirates. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup plu, donc j'ai mixé un peu tout ça. J'ai rajouté une vibe magique, et ça nous donne Aquivarah, le royaume des maîtres de l'eau vivante. Ce royaume, il sera basé dans l'archipel central de notre monde. Alors je fais une petite parenthèse, vous voyez, il y a une carte
hein, sur laquelle on peut suivre ces différentes factions. Je vous en reparlerai enfin, mais ça permet déjà de se repérer un petit peu. Je me suis dit que c'était utile d'en avoir une. Donc ce royaume qui est basé dans l'archipel central de notre monde, il base sa puissance sur le commerce, sur le fait d'être un peu la route entre tout le monde, et sur un autre concept, l'eau est mémoire et pouvoir. Leur valeur centrale, elle repose sur la fluidité, l'adaptation, l'insaisissabilité. Et notre personnage, Wirajaya, eh ben il fait pas exception à la règle. Wira, c'est son prénom. C'est un combattant, un stratège un peu insaisissable, et comme ses compatriotes, il est capable de manipuler l'eau pour combattre. Mais il est aussi capable de la lire, pour en tirer des informations, pour avoir des souvenirs, enfin voilà. Il y a vraiment un rapport à l'eau qui est très important dans cette civilisation. Dans le chara-design, et je voulais que ça ressorte un peu sa personnalité, je voulais qu'il ait un côté un peu sympathique, parce que vous avez nos deux autres personnages qui ont un côté chaotique, un peu dur, voilà, je voulais que ça tranche aussi de ce côté-là. Il est censé aussi être posé, en maîtrise, assez charismatique, et je voulais d'ailleurs que pour son chara-design, pour son style, et ben on reste dans ce côté Asie du Sud-Est, donc je me suis beaucoup inspiré de la mode de Java, en tout cas de la mode traditionnelle javanaise, notamment au niveau des tenues traditionnelles, des motifs. Je voulais aussi qu'il ait un côté rayonnant, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs un peu pétantes, et vraiment ça c'est aussi un autre truc, essayer d'aller très loin dans les petits détails, parfois c'est ça qui va faire la différence. Alors ça nous paraît pas sur le moment, ce fameux motif que j'ai collé sur son costume, c'est vraiment un tissu typique de Java, et j'avoue que ça me plaît assez de le retrouver là, et que ça lui donne aussi une certaine personnalité, enfin voilà, ça lui donne un vrai caractère. On a 3 persos, il nous en reste encore un à faire sur notre dernière faction. On va en revenir au tirage pour voir ce que ça donne pour ces derniers personnages, et donc j'ai tiré femme, triangle et damage dealer. Et vous l'avez vu, la civilisation que j'ai décotée, la 4ème, c'est celle des Muscas. Pareil, j'espère que je le prononce bien, je suis désolé si c'est pas le cas, mais bon, en tout cas, vous avez capté comment c'est écrit. Les Muscas, c'est un peuple d'Amérique du Sud, c'est ce qu'on appelle une civilisation précolombienne, civilisation qui existait donc avant l'arrivée de Christophe Colomb, avant l'arrivée des conquistadors en Amérique du Sud. Les Muscas, ils ont côtoyé notamment les Incas, hein, pour vous donner une civilisation très connue, parce qu'il y en a 3 et qui ont toujours des inspirations. Vous avez les Mayas, les Aztèques et les Incas, et en gros, je crois que les Mayas c'est les plus anciens, les Aztèques ensuite et les Incas les derniers. Et donc les Muscas, ils vivaient dans l'actuelle Colombie, et il y a une chose dans leur origine et dans leur histoire qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'ils ont une spécificité, ils ont une tradition. Quand leur nouveau roi était intronisé, ils le recouvraient d'une poudre d'or. De cette manière, il brillait au soleil comme le soleil qu'il était censé être. Dans la suite de cette tradition, le roi allait ensuite se baigner dans un lac, pendant que la foule en liesse jetait plein d'objets en or pour accompagner son couronnement dans le lac. Et figurez-vous que cette tradition, eh bien c'est la tradition qui a donné naissance à la légende de l'Eldorado, ce fameux fleuve en or dans lequel coulait de l'or, ou en tout cas rempli d'or. Autant d'éléments que j'ai utilisés pour créer cette civilisation dans notre univers qui s'appelle les Shimalta. Les Shimalta, on les appelle aussi les porteurs d'or vivants. Pour eux, l'or est vivant et sacré. C'était l'occasion d'utiliser cette légende de l'Eldorado pour leur donner une certaine capacité, donc ils sont vraiment liés à ce métal. Ils s'en servent pour transformer leur corps, pour obtenir des pouvoirs, et ça se reflète d'ailleurs dans le chara-design de ce personnage, vous allez le voir. Le but, c'est qu'ils puissent devenir de plus en plus forts, qu'ils aient un statut quasi divin. Mais le truc, c'est que plus ils manipulent le métal, plus ils se l'accaparent, et bien justement, plus il fait partie d'eux, et plus ils perdent leur humanité. Et ça aussi, je voulais que ça se voit dans le chara-design de notre personnage. Notre personnage, justement, elle s'appelle Shipsha Taita, et c'est elle-même une prêtresse guerrière Shimalta. Je voulais qu'elle soit puissante, qu'elle dégage une vraie force, mais qu'on ait ce truc de le métal qui commence à prendre un peu le pas sur elle, et sa personnalité qui est un peu effacée, sans émotion. Pour ce qui est du chara-design, bon je vous ai déjà parlé des civilisations dont je me suis inspiré, les Incas, les Aztèques, alors parce que c'est le plus simple pour trouver aussi de la documentation, parce que c'est pas toujours facile, mais voilà, j'ai essayé de prendre un peu tout ça et de le mixer dans ce personnage. Et ça permet aussi d'avoir des éléments assez marquants, par exemple, vous voyez, ces 2 grosses armes qu'elle tient, ce sont ce qu'on appelle des macahuitl, donc ça c'est des épées plutôt aztèques, si je me trompe pas, donc c'était des épées en bois dans lesquelles ils avaient inséré des pierres, alors je crois que c'est de l'onyx ou de l'obsidienne, si je me trompe pas, qui rendait ça très tranchant, ça donnait des armes, des espèces de massues coupantes là, assez impressionnantes. Vous noterez d'ailleurs que dans ce personnage, le triangle est censé être la forme principale, je pense que là, on a plutôt rempli le quota. Je me permets de vous mettre les 4 personnages ensemble, pour vous donner un peu l'idée du groupe, parce que ça permet aussi de se rendre compte de comment on joue sur les échelles. Alors peut-être que vous ne le savez pas si c'est la première vidéo de moi que vous découvrez, je suis très influencé par Eiichiro Oda, et par One Piece, et par toutes ces échelles de personnages, je trouve ça très cool, que ça amène beaucoup de richesse, donc j'ai fait un peu la même chose, alors sans aller aussi loin que lui, mais ça nous permet voilà, d'avoir par exemple Shipsha qui est très grande, très puissante, comme Varia, notre chevalier des lignes sacrées,
Vira qui est un peu plus petit, Hazel également, enfin voilà, ça donne aussi beaucoup de caractère hein, de jouer sur ces échelles, en plus de la pose, de comment on les a créés dans nos personnages. Et pour terminer quand même correctement cet exercice, qui honnêtement débouche pour moi sur une vraie création, ça a été un vrai cheminement et une envie pour moi de pousser encore plus loin ce projet, parce que bah voilà, j'ai développé des trucs au fur et à mesure, et ça permet de donner vie à ce monde. Vous l'avez vu, il y a une carte, alors elle était sur la miniature, elle est aussi là, et bah sur cette carte, je place mes 4 factions que vous voyez ici. Et comme je vous l'ai dit, bah, j'ai un peu travaillé en fait pendant toute la création de cette vidéo. Au fur et à mesure, j'avais d'autres idées que je rajoutais, que je travaillais. Alors j'avais pas envie de les dévoiler là pour pas polluer un peu le principe, mais vous voyez à quel point ce genre d'exercice, ça peut vous permettre d'être très créatif, de développer énormément de choses. Et donc oui, vous allez me dire, mais il y a d'autres trucs sur ta carte, il y a des trucs qui sont floutés. Bah écoutez, je le garde pour moi pour l'instant, voilà, c'était pour pas polluer un peu tout ce qu'on a mis, tout ce que j'ai mis en place. Mais si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous voulez d'autres exercices de ce type, pourquoi pas trouver un peu un mix entre les deux, s'amuser dans la création, vous donner des astuces pour vous avancer aussi facilement et puis stimuler un peu votre créativité et développer un peu cet univers, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir que je me lancerai dedans. J'ai moi-même plusieurs idées que j'aimerais déjà développer. D'ailleurs, si vous aimez les mondes de fantasy originaux, je vous laisse aussi vers cette vidéo où je vous raconte la création d'une sacrée aventure et d'une BD assez incontournable en fantasy qui s'appelle L'Enfeuse de Troie. Bon visionnage!